Together. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous voyez avec Fabio? Je vous présente du coup Fabio qui va animer donc cet atelier force de vente. Moi, je suis Aurélie de Together. Si vous nous voyez, vous nous entendez, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit signe sur le chat en bas à droite pour voir si les soucis techniques sont bien là. Ok, bonjour à tous. Bonjour Véronique, Vincent, Agathe, Frédéric, Linda. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Moi, vous n'allez pas trop me voir, c'est Fabio qui va tout animer. Je serai l'assistante technique s'il y a quoi que ce soit. Fabio va du coup vous poser des questions pour animer ceci pendant le direct. Et vous avez normalement à un moment donné en haut à droite, je crois de votre écran, si je ne me trompe pas, ou en haut à gauche, ça dépend des écrans, un petit micro. Il pourra être activé en fait pour répondre aux questions. Si vous n'y arrivez pas, je pourrais pas. En fait, on peut pas avoir tout le monde en même temps, donc il faudra bien que chacun soit discipliné, je dirais. Et on peut activer jusqu'à 3 ou 4 micros en même temps. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez posé votre question, en fait, de désactiver votre micro. Si vous n'y arrivez pas, posez-la dans le chat et je la poserai du coup en voix off pour que tout le monde puisse entendre. Je laisse la main à Fabio et puis bonne formation. Bonjour tout le monde. Merci de vous être inscrits si nombreux à cette formation. En ces temps de confinement, ça fait plaisir de voir des gens qui ont encore confiance à notre métier et à ce qu'on peut en faire. Je voudrais commencer par vous poser une question toute simple. Est-ce que, éventuellement, en écrivant dans les chats, chacun d'entre vous pourrait me dire, à votre avis, quel est l'élément principal qui détermine une vente? Les prix, le temps, peu importe. Voilà. Est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qui est l'élément qui va vous permettre de déclencher plus facilement une vente par rapport au reste? Alors, la conviction du vendeur, la confiance, les contenus. Alors, la pertinence de l'offre par rapport à la demande, la compréhension des besoins des clients, etc. Alors, moi, j'ai très bien. Je viens de voir un petit peu ce que vous venez d'écrire. Alors, maintenant, je voudrais vous faire un petit exercice. Prenez un papier et un crayon, s'il vous plaît. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire ça. C'est bon? Ok. Très bien. Alors, maintenant, ceux qui sont droitiers vont prendre les crayons de la main gauche et inversement, ceux qui sont gauchers vont prendre les crayons de la main droite. Et vous allez tous écrire avec donc l'autre main qui est la vôtre, je suis le meilleur. Et vous me mettez dans la chat quand vous avez réussi à le faire. Ok, ok, ok. Frédéric, étonnant, j'arrive à me lire. Bien. Alors, pourquoi j'ai voulu vous faire ces petits exercices tout bêtes? C'est pour que vous rentriez dans un mode de raisonnement qui est totalement différent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui normalement ne vient pas naturel chez vous. Donc, ça signifie que parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour accomplir des choses qu'on n'imagine même pas. Voilà, tout simplement.
Donc, effectivement, dans la situation dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, nous sommes tous des professionnels, on a tous des convictions, on a tous nos techniques de vente, euh, mais ce n'est pas parce qu'on connaît les métiers, parce qu'on connaît les produits et parce qu'on connaît les techniques de vente que ces techniques de vente sont forcément les bonnes vis-à-vis d'un certain client et que sont celles qu'il va falloir appliquer à chaque fois. Alors, moi, j'ai identifié des critères qui sont un petit peu différents par rapport à ce que j'ai vu passer. Il y a une seule personne, je crois, qui a écrit quelque chose qui était un peu plus en connexion avec ce que je vais vous dire. Mais la première chose, c'est d'inverser la relation entre les clients et vous. C'est-à-dire, vous avez un client en face, le client ne doit pas être une source de stress. Vous ne devez pas rentrer dans un esprit de dire il faut vraiment que je donne ou les moins d'informations ou que je donne les bonnes informations en imaginant que le client va partir ailleurs. On n'est pas là, on est dans une phase défensive. Il faut passer dans une phase offensive, d'attaque, si j'ose dire, en se disant je dois me donner les outils qui vont me permettre de garder les clients, qui vont permettre de faire en sorte à ce que les clients ne se posent pas la question de prendre mes informations et d'aller voir ailleurs, mais qu'il ait envie de travailler avec moi. Donc, les premiers produits que vous devez vendre, c'est vous. Ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les prix, c'est la personne que le client a en face. La personne que le client en face doit d'abord inspirer la confiance du client, doit d'abord faire comprendre au client que, je dirais même indépendamment de celles qui peuvent être ses compétences, elles sont en mesure de répondre à ses attentes. Un client qui est en face d'un agent de voyage, son attente, c'est principalement d'être rassuré, d'être sécurisé, de pouvoir faire en sorte à ce que, enfin, que les clients comprennent que vous avez entendu sa demande. Alors pour ça, il y a une technique qui est très, très simple, que la plupart d'entre vous connaissent certainement déjà, c'est de laisser parler les clients d'abord, avec un questionnaire que moi je m'inspire souvent, par exemple, des questionnaires qui sont ceux qui sont utilisés aussi par les agences immobilières. Il y a beaucoup d'affinités entre les techniques de vente des agences immobilières et des agences de voyage. C'est-à-dire que l'agent immobilier, la plupart du temps, essaie de cerner vos besoins sans parler pour autant du bien, ou alors pas principalement du bien, et notamment pas du prix. Pour ce faire, il y a une chose qui est importante aussi, il faut que vous définissiez un temps donné. C'est-à-dire qu'une vente, idéalement, pour vous, doit prendre quoi? Doit prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Vous devez vous imposer un temps défini que vous voulez consacrer à ce client. C'est là pourquoi? Parce que, d'une part, si vous voulez, si vous voyez au bout de, imaginons 3/4 d'heure, que le client vous pollue et que le client n'a pas l'intention de pouvoir faire la vente, etc., vous aurez une porte de sortie en disant « Veuillez m'excuser, je suis occupé, j'ai aussi d'autres choses à faire. Je vais garder toutes les informations que j'ai recueillies avec vous et je reviendrai vers vous avec quelque chose. » Ça vous permet de couper court. Inversement, ça peut vous permettre de valoriser les clients en disant écoutez, effectivement, là, j'ai d'autres choses, mais je vais prendre le temps d'approfondir les discours avec vous parce que je veux qu'on parle davantage de votre voyage et j'aimerais bien avoir quelques détails supplémentaires. Partez toujours sur des questions qui peuvent sembler anodines. Donc, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Quels sont ses loisirs habituellement? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il mange? Voilà. Des choses qui n'ont rien à voir avec les voyages et en aucun cas, ne partez parler du prix. Parce que de toute façon, comme on le sait tous, la plupart du temps, les clients ne vont pas vous donner un prix. Les clients sera toujours dans l'attente à ce que vous lui donniez quelque chose pour qu'ensuite il puisse se dire ah ben peut-être que
je peux trouver mieux sur Internet, peut-être que je peux trouver mieux ailleurs, etc. Donc, comme je vous disais, pour sécuriser les clients, pour lui faire comprendre que vous avez bien entendu sa demande, il faut les faire parler d'abord. Le faire parler évidemment de son projet de voyage. Donc, s'il vient vers vous, c'est qu'il a déjà une idée, qu'il a déjà un projet, il veut partir aux îles Féroé, par exemple, pour parler d'une destination qui est chère, à mon avis, Frédéric. Eh bien, voilà, je veux partir aux îles Féroé. Nous sommes 4 personnes. On veut aller à cette période de l'année. Voilà ce qu'on aime. On aime ce type d'activité, etc. Donc, le client a exposé son besoin et juste après, en les regardant dans les yeux, vous répétez doucement exactement la même chose. Donc, vous êtes 4 personnes, vous voulez aller aux îles Féroé, de telle période à telle période, et ce qui vous plaît, vous, c'est ça, ça et ça. Ça paraît bête, ça paraît basique, mais en répétant ce que les clients viennent de vous dire, psychologiquement, le client a compris que vous avez entendu sa demande. C'est un premier step pour le mettre en confiance. Après, quand vous allez parler éventuellement des possibilités que vous avez à proposer aux clients, faites très attention à ses réactions. Pas seulement de ce qu'il va vous dire, mais aussi à ses réactions physiques. 70% de la communication est une communication non verbale. Donc, regardez effectivement comment il réagit à ce que vous êtes en train de lui dire, comment ces expressions ils changent, s'ils sont en deux, s'ils se regardent entre eux, etc. Et de là, déjà, vous pourrez détecter un petit peu quels sont les points qui peuvent l'intéresser davantage par rapport à d'autres. Concernant vous, il y a une chose que je tiens aussi souvent à souligner. Ce qui est important, c'est la posture. C'est-à-dire que même si vous faites de la vente, pas nécessairement en agence, mais de la vente, par exemple, de chez vous, sur Internet ou par téléphone, des choses comme ça, prenez toujours une posture comme si vous deviez partir au bureau. Donc, si vous êtes des hommes, eh ben, vous partez à un bureau en costume, eh ben, mettez-vous les costumes pour être chez vous. Tenez-vous bien droit dans votre chaise et quand vous avez la personne au téléphone, ayez toujours une approche positive. C'est-à-dire une approche positive, ça veut dire que même s'il ne vous voit pas, essayez de sourire quand vous lui parlez au téléphone parce que ça s'entend. Ça s'entend et ça met tout de suite dans une position de confiance. Il ne faut pas donner l'impression d'être dans un état d'anxiété. Vous n'êtes pas là pour aller à la guerre, vous êtes là pour montrer à un client que vous pouvez répondre à sa demande. Donc, parlez calmement, parlez sereinement et même quand vous parlez, posez-vous bien dans votre fauteuil, calez-vous bien et ayez une posture positive. Je voudrais maintenant vous faire deux petits exemples qui vont vous parler de la manière dont je procède moi habituellement quand je dois faire des ventes. Alors, il y a une chose que j'ai bannie moi dans mes années d'expérience dans le tourisme, c'est le mot compromis. C'est-à-dire que les clients viennent vous donner, vous voir. Évidemment, il veut payer les moins chers possible. Évidemment, il veut ceci, il veut cela. Vous lui proposez quelque chose de plus cher et on va essayer de trouver un arrangement à mi-chemin. Ce n'est pas une bonne technique. Ce n'est pas une bonne technique parce que vous laissez les clés dans la négociation entre les mains du client. Il y a deux choses qui sont importantes dans une négociation d'une vente, c'est le temps
Parce qu'en moins de temps, vous allez pouvoir parler aux clients et donc vous allez pouvoir les convaincre et moins il aura envie d'aller voir ailleurs. Ou alors c'est qu'il n'est pas du tout intéressé. Mais si ce que vous dites lui parle et il vous écoute, il prendra le temps ensuite, si besoin, de passer plus de temps avec vous ou d'attendre votre réponse. Votre réponse qui normalement doit pouvoir être aussi relativement rapide, mais ça, je ne vous apprends rien. Je vais vous faire un exemple. Vous êtes après, il faut faire en sorte de faire comprendre la bonne valeur des services que vous proposez. Et une fois de plus, je parle bien du service. Je ne parle pas du produit. Le produit, c'est vous qui décidez ce que vous allez vendre au client. Le client, il vient vous voir, il a une idée. Maintenant, il n'a pas forcément idée de ce qui existe véritablement. Euh, je crois ne pas pouvoir être démenti si je vous dis que très souvent les clients viennent chercher des moutons à 5 pattes. Eh bien, très bien. S'ils viennent chercher les moutons à 5 pattes, il faut se mettre en mesure de lui faire comprendre que les moutons à 5 pattes n'existent pas, mais qu'il y a des choses qui peuvent exister et qui peuvent correspondre à ce qu'il veut et même mieux, et des choses qu'il n'imaginait même pas qu'il puisse avoir. Imaginez que vous êtes dans les déserts. Vous venez de passer dans les déserts de 2 semaines sans manger ni boire. Au bout de 2 semaines, euh, je vous donne une pomme et une bouteille d'eau. Alors, imaginez qu'on se retrouve et que d'emblée, je vous donne la pomme et la bouteille d'eau, et ensuite, je vous dis combien tu me donnes pour cette pomme et cette bouteille d'eau. Alors, une fois que les besoins ont été assouvis, que vous n'êtes plus dans les besoins, que vous n'avez plus faim, que vous n'en avez plus soif, la pomme peut valoir 50 centimes et une bouteille d'eau peut-être 1 euro. Donc 1,50 €. Mais essayez d'inverser la relation. C'est-à-dire que vous venez toujours de passer les mêmes 2 semaines dans le désert et au bout de votre voyage, sans manger et sans boire, et au bout de votre voyage, je viens vous voir avec une pomme et une bouteille d'eau, mais je ne vous les donne pas. Et je vous demande d'abord combien être prêt, vous, à payer pour cette pomme et cette bouteille d'eau. Je pense que la plupart d'entre vous seraient prêts à payer un prix bien supérieur à celui qu'on vient annoncer parce que vous êtes dans une position de besoin. Vous avez besoin de cette pomme pour ne pas mourir de faim et besoin de cette bouteille d'eau pour ne pas vous déshydrater. Si vous donnez trop d'informations d'abord au client, vous avez déjà satisfait son besoin. Donc, il n'aura pas besoin de vous payer plus pour votre pomme et pour votre bouteille d'eau. J'ai fait un exercice il n'y a pas longtemps avec un ami qui a eu un client qui est allé les voir et qui est allé lui proposer, qui a eu une société qui est allée lui demander d'organiser un voyage pour lui. Donc, au bout d'un certain temps, voilà, la société est allée le voir et lui a dit, voilà, j'ai ce voyage organisé et je veux l'organiser à ce prix-là. Alors, les prix que les clients préconisaient étaient inférieurs à celui que l'agence était prête à accorder. À ce moment-là, il y a des questions qui ont surgi auprès de mon ami, donc de mon interlocuteur. Est-ce que je négocie
les tarifs avec lui en essayant de lui faire accepter un prix supérieur au risque de perdre le contrat? Est-ce que peut-être mes tarifs sont trop chers par rapport même au marché de manière générale? Et enfin, si ce prix est vraiment cher, est-ce que je suis légitime de demander ce type de prix? Est-ce que je sais garder ma position euh, sur ce niveau de prix? Donc, elle est venue me voir, elle m'a dit, Fabio, toi qui est plus à l'aise que moi dans ce genre de négociations, est-ce que tu peux m'aider et me dire, à ton avis, comment tu réagirais? Alors, moi, j'ai aidé à faire une réponse en 4 étapes. C'est-à-dire, la première étape, c'était de répondre au mail de mon interlocuteur en reconnaissant son travail. C'est-à-dire que cette personne a fait une recherche, ne serait-ce que des besoins qu'elle voulait. Elle a peut-être regardé aussi ce qui pouvait se faire sur la destination qui l'intéressait. Donc, il faut se mettre en position de le valoriser. Je reconnais le travail qu'il a fait. Je lui ai dit que je comprenais sa proposition, que je l'ai félicité pour le temps de recherche et pour son travail de recherche, et que, au vu de ce qu'il avait fait, ça aurait été un plaisir de pouvoir travailler ensemble avec lui sur ce type de voyage. Ensuite, je lui ai expliqué mon point de vue. Donc, et je lui ai dit, voilà, j'ai mis en avant les travaux que cela demandait pour l'agence, les travaux d'organisation, de recherche de prestataires. Voilà. J'ai valorisé les travaux d'agents de voyage et, je lui ai plus ou moins quantifié ce que cela comportait comme investissement de ma part, même en temps, pour pouvoir les faire. Et je lui ai proposé un tarif. Un tarif qui était bien évidemment supérieur au tarif que ce client m'avait demandé. Ensuite, j'ai lui faire, dans la troisième partie de ma proposition, j'ai lui faire un bonus. Alors, ça, c'est probablement la partie la plus compliquée à mettre en place, mais il s'agit tout simplement de proposer à votre interlocuteur un avantage qu'il peut avoir à travailler avec vous. Un avantage qu'il n'aurait pas perçu en premier lieu. Alors, donc l'idée, c'est d'inverser les discours, c'est-à-dire que on pallie les côtés négatifs de dire je veux un prix supérieur à celui que vous me demandez, mais par contre, pour ces prix-là, il y a également ceci, ceci et cela. Alors, tout ça, ça peut être par exemple une excursion qui ne vous coûte pas très cher, ça peut être éventuellement des assurances complémentaires, ça peut être tout ça. Donc, et l'argument ultime a été les bonus. C'est-à-dire, les clients ne s'attendaient pas à avoir ça. On lui a proposé quelque chose de plus de de ce qu'il nous demandait. On lui a demandé un prix supérieur, mais d'un côté, on lui a montré qu'on ne travaillait pas n'importe comment et on connaissait bien les sujets en question, qu'on connaissait bien la destination et qu'on avait les informations qu'il fallait, qu'on s'était éventuellement renseigné pour pouvoir aller de l'avant dans notre offre et qu'en plus de cela, on allait lui offrir quelque chose auquel il n'avait pas pensé. En fait, aujourd'hui, la chose qui va faire en sorte de réussir à faire une vente, c'est que je sais que c'est pas forcément toujours simple et facile mentalement, mais vous n'êtes pas là pour vendre du voyage. Vous n'êtes pas là pour vendre Zanzibar, les États-Unis, l'Indonésie, la Polynésie, peu importe. Ça, on s'affiche. C'est pas ça le principal, parce que ça, c'est ce que le client vient acheter chez vous.
Mais ce que vous devez vendre aux clients pour qu'ils viennent chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, c'est d'abord vous. Vous êtes là pour vendre vos compétences. Vous êtes là pour vendre Cécile, Catherine, Bertrand, Allah, Agathe, Eric. Voilà. C'est la personne qui se vend. C'est un métier de relationnel, le voyage, et davantage dans notre métier plutôt que dans notre métier, cette relation-là compte. Si quelqu'un cherchait uniquement un prix, il ne viendrait pas chez vous en agence. Il irait directement sur Internet. S'il vient en agence, c'est qu'il a un besoin. Alors, peu importe qui soit ses besoins, est-ce qu'il a un besoin de renseignement, est-ce qu'il a un besoin de se sécuriser, etc. Mais le fait est qu'il faut générer chez lui, comme vous l'avez en face, ou que vous l'avez même au téléphone, un besoin supplémentaire. Donc, il faut savoir générer les besoins de la confiance et de la compétence. Je veux faire ce travail-là avec cette personne parce que j'ai senti qu'elle a compris ma demande et parce que j'ai compris et j'ai senti que du fait qu'elle ait compris ma demande et qu'il ait posé des questions qui me parlaient, il va pouvoir me proposer quelque chose qui correspond à ce que je veux, qui correspond à mes besoins. Et je peux vous garantir, pour en avoir fait l'expérience moi-même, que dans des cas comme ça, les prix n'est plus au premier plan. Moi, je me suis retrouvé dans des situations similaires avec des clients qui me disaient, écoutez Fabio, votre proposition est très intéressante et on a eu aussi une proposition, mais ça a été il n'y a pas longtemps, par Voyageurs du Monde, pour donner un nom que tout le monde connaît, qui est un petit peu moins cher. Mais on veut faire le voyage avec vous parce que vous nous avez bien expliqué les choses, parce qu'on a compris que vous connaissez bien votre sujet et votre destination, et que je me sens plus en confiance à les faire avec vous, et j'ai envie de les faire avec vous. Donc voilà. Pour cela, il y a donc deux choses qui sont principales. Il faut oublier les mots négociation. Donc, on ne négocie pas sur les tarifs, on négocie sur les besoins. On crée des besoins de quelque chose qui n'existe pas si nécessaire. Les temps. Donc, il faut imposer un certain temps parce qu'il y a des gens qui viennent et qui passent 2 heures au téléphone ou devant votre agence qui vous polluent. Donc, il faut comprendre il faut faire comprendre aux clients que le temps est aussi quelque chose d'important. On ne va pas chez un médecin et on s'installe dans son cabinet pendant 3 heures pour faire un check-up complet, lui raconter de tous les petits bobos qu'on a. Voilà, la même chose chez l'agent de voyage. On est bien installé dans un fauteuil, c'est un joli lieu agréable, ou bien on est chez soi au téléphone et que la personne téléphone, elle est bien installée, elle fait peut-être même autre chose en même temps, etc. Oui, mais agent de voyage est aussi un métier, on a aussi des engagements, on a aussi des problématiques à gérer, donc il faut faire en sorte que la personne comprenne que on est là pour comprendre ce qu'il nous demande, on est là pour répondre à sa demande, mais on a aussi des impératifs, on a des choses à faire et à respecter, et que si on est à l'écoute et qu'on les respecte, la même chose doit venir aussi de son côté. Fabio, Oui. plusieurs personnes posent des questions au sujet de la relation virtuelle, puisque apparemment beaucoup de personnes ne viennent pas en agence. Est-ce que tu peux en parler également? Ben, je pense que alors, la relation virtuelle, c'est exactement la même chose. Et je reviens donc par rapport à ça sur la question de la posture. Comment dirais-je, la posture est tout aussi importante dans la relation réelle que dans la relation virtuelle. Parce que, mine de rien, quand vous avez un interlocuteur au téléphone, si vous êtes sur votre fauteuil avachi en pyjama ou en jogging,
vous n'aurez pas du tout la même attitude que si vous êtes habillé comme si vous étiez prêt à sortir ou aller dans un bureau, etc., et que vous tenez bien droit sur votre chaise. Donc, la première chose, c'est celle-ci. La deuxième chose, c'est que effectivement, pour avoir ce type d'interaction avec les clients, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir les clients en face. C'est par rapport à la manière de lui parler. Alors, moi, je conseille toujours de faire en sorte à ce que j'essaie toujours de parler posément, de parler calmement et de bien préciser les choses quand je parle, de manière à ce que les clients prennent le temps d'assimiler ce qu'on a à lui dire. La confiance et les besoins qu'on peut susciter dans les clients ne viennent pas de notre présence physique. Elle vient de la manière comme on s'oppose à lui. Donc, si on lui parle d'une manière qu'on lui donne effectivement l'impression d'écouter ses besoins, d'avoir compris et d'avoir entendu ses besoins, la présence physique, ça sera peut-être la dernière étape, et encore même pas, parce que si c'est le cas d'un réceptif, par exemple, la personne aura les contacts avec le réceptif quand il arrivera sur place, et à la limite, ils seront contents de se croiser. Ah, mais enchanté, c'est vous que j'ai eu au téléphone pendant tout ce temps, génial, etc. Ou à l'agence, ça sera peut-être au moment du règlement, parce que la personne n'a pas confiance à laisser sa carte bleue et qui passera peut-être en agence à vous voir, ou en tout cas, il n'y aura pas du tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est effectivement, voilà, c'est positionné comme si on était en face de la personne, même si on est au téléphone, mais voilà, avoir en quelque sorte un respect, je dirais, même du rôle du client. Le client, il est là pour vous apporter de l'argent, donc pour vous donner de quoi vivre. De ce fait, est-ce que si quelqu'un venait vous apporter de l'argent, est-ce que vous alliez les recevoir chez vous en pantoufles et en jogging? Non, je ne crois pas. Donc, même si vous vous mettez dans une tenue normale, psychologiquement, ça vous met dans un état d'esprit différent qui fait que votre attitude ne sera pas la même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que j'étais clair là-dessus? Et puis, je vous dis, l'idée, c'est pas forcément celle des... c'est une question de temps. Donc, à la base, que ça soit par téléphone. Par téléphone, c'est même à la limite plus simple. Parce que vous pourrez dire aussi, je ne sais pas, écoutez, j'attends un coup de fil important d'un client, d'un fournisseur, j'ai des clients qui sont en voyage, il faut que je m'occupe aussi d'eux. La personne peut entendre que vous n'êtes pas uniquement à sa disposition. La personne peut entendre que vous n'êtes pas là juste pour passer le temps, mais que vous avez aussi du travail. Donc, portez l'argument de cette manière. Donnez-lui l'impression que, OK, j'ai compris, j'ai entendu votre demande, j'ai pris note de ce qui sont vos besoins, je m'engage à revenir envers vous dans un temps donné. Alors, une chose qui est importante, prenez, prenez un rendez-vous, donnez un échéancier, un calendrier, et posez-vous aussi un échéancier dans le sens de dire, voilà, la première étape, c'est une prise de connaissance, la deuxième étape, c'est la proposition, la troisième étape, on fait le client. Et dans la troisième étape, éventuellement, il peut y avoir des ajustements à faire, mais on sait que le client va partir avec nous. Hein? Tout ça, c'est important. Et essayez de les respecter. C'est-à-dire que si vous avez les clients au téléphone et qu'il vous dit, et que vous lui dites après toute cette partie d'introduction, écoutez, très bien, j'ai bien noté tout ce qu'on a pu voir ensemble. Maintenant, je reviens vers vous avec une proposition sous 48 heures. Il faut que sous 48 heures, le client ait
ou la proposition, ou un mail de votre part qui lui dit « Je suis désolé, il me manque encore quelques éléments, mais ne vous inquiétez pas, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, peu importe, je reviens avec vous avec une proposition complète et avec tous les renseignements dont on avait parlé. » Tout simplement parce que, justement, les clients n'ont pas de contact physique avec vous. Parfois, quand on a un contact physique, il y a une empathie qui se crée entre les personnes, il y a une relation de confiance qui peut se mettre en place parce que vous voyez la personne en face qui vous inspire pour son attitude, pour sa manière de vous poser les choses, etc. Quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous avez juste une voix, pardon. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Donc, si vous dites à quelqu'un quelque chose, ou encore plus si c'est uniquement par mail, parce que dans les mails, il n'y a pas le ton. Donc, si vous dites à quelqu'un, écoutez, je vous donne une réponse sous 48 heures, et qu'au bout de 48 heures, ben, vous n'avez peut-être pas non plus, vous, reçu la réponse de vos fournisseurs pour pouvoir formuler l'offre à votre client, soit vous lui passez un coup de fil, soit vous lui mettez un mail, encore mieux un mail parce que ça laisse une trace écrite, et vous lui dites, écoutez, je ne vous ai pas oublié, j'ai juste pris un petit peu de retard, certains de mes fournisseurs n'ont pas encore réagi, mais je reviens vers vous dans les meilleurs délais, et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rappeler. C'est très important, parce que ça montre que malgré tout, vous suivez son dossier, ça montre que malgré tout, vous donnez de l'importance à sa demande et que vous le prenez à cœur et que vous vous occupez de lui. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai un message qui est passé un peu trop vite. Je ne vois jamais mes clients, mais applique consciencieusement les conseils de Fabio au taf. Bon, voilà, écoute. Donc, c'est une bonne chose, et bien évidemment, et ça marche. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. En tout cas, sachez que si vous avez des besoins de ce type-là, malheureusement, on a dû faire quelque chose un petit peu rapide parce qu'on avait un temps imposé, parce que normalement, ce sont des modules qui prennent un peu plus de temps, plutôt 1 heure et demie environ. Donc, on a dû faire des choses un petit peu raccourcies, mais que dans un contexte différent, si vous me contactez, on peut se mettre d'accord pour que on puisse retravailler ensemble différemment. Et par ailleurs, aussi pendant ce temps de confinement, si vous n'avez pas mon contact, vous pouvez l'avoir ou par Aurélie ou sur Internet, Facebook, et on pourra échanger avec grand plaisir. Pour ceux à qui ça peut intéresser, d'ailleurs, certaines des personnes qui sont présentes aujourd'hui sont présents et très actifs également dans ce groupe. J'ai créé justement un groupe Facebook qui s'appelle Voyage 2.0, le tourisme de demain. Et on est environ 300 personnes aujourd'hui, en environ 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Et c'est un think tank dans lequel on réfléchit à comment le tourisme va se présenter après la crise. Donc, à qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, comment on va pouvoir le proposer, quels sont les produits qui vont pouvoir se mettre en place juste après. Et on fait en moyenne 2 réunions par semaine par Zoom. La dernière a eu lieu hier, dans lesquelles on touche différents arguments concernant la vie des agences de voyage et du voyage en général, en essayant d'imaginer de quelle manière notre métier peut évoluer. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce groupe et à vous joindre. C'est, à mon sens, quelque chose qui est assez intéressant. Oui, Sabri, donc le nom c'est Voyage 2.0, le tourisme de demain. Et j'en suis l'administrateur, donc c'est moi qui validera votre inscription ou pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je n'ai jamais refusé qui que ce soit.
Bien. Est-ce que il y a d'autres questions peut-être? Aurélie? Je suis là. Voilà. Donc, écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si tu reçois d'autres Attends, il y a questions. des personnes qui écrivent effectivement. Donc, est-ce que peux donner la parole peut-être à quelqu'un en particulier? Faites-moi signe dans le chat. Christine, alors attendez, je vais essayer d'activer votre micro si vous en avez un. Christine, hop, déverrouiller le micro. Alors, vous avez le micro qui devrait être activé, Christine, donc peut-être que vous pouvez poser vos questions. Ah, vous avez les enfants Bon, les derrière enfants vous. derrière, D'accord. Christine, t'inquiète pas, on a l'habitude. Hein. C'est pas grave, c'est le temps de confinement. Mais merci pour l'intervention. Quand arrête-t-on quand on a passé plus de 20 heures sur une offre? Alors, voici sa question. Mais voilà, justement, je pense que d'une part, il faut éviter de passer plus de 20 heures sur une offre. À la base, c'est ça. Hein, soyons clairs, ce n'est pas forcément quelque chose qui est simple, mais après, il faut d'abord détecter pourquoi on a passé plus de 20 heures sur une offre. Est-ce que c'est parce que on on n'a pas défini bien les besoins du client? Est-ce que c'est parce que le client savait pas trop quoi, qu'est-ce qu'il voulait? Il faut, alors, Christine, il y a une chose qui pour moi est importante, et c'est un mantra que j'ai toujours devant moi, c'est que euh, les clients ne viennent pas dans une agence de voyage pour acheter son voyage, mais enfin, il vient dans une agence de voyage pour acheter son voyage, que ce soit une agence web ou téléphone ou physique, mais il en ressortira avec ce que le vendeur a bien voulu lui vendre. Le vendeur, son rôle, c'est d'identifier les besoins et d'apporter une réponse à ces besoins, mais en fonction aussi de ce qui est possible de faire. C'est les fameux moutons à cinq pattes dont on parlait tout à l'heure. Une demande dans laquelle on passe 20 heures, c'est que très souvent, c'est les fameux moutons à cinq pattes parce que les clients ne savent pas trop vers quoi aller et s'éparpiller. Donc moi, il m'est arrivé d'avoir des clients, il m'est arrivé d'avoir des clients parfois qui me disent, oui, alors on veut faire ceci, on veut faire cela, notamment pour un groupe, il y a tout un programme un peu organisé, etc. Alors, moi, ma réaction, la première, était de dire, écoutez, très bien, je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais sécurisons la base. Choisissons les étapes, choisissons les hébergements et les transports, parce que ça, c'est la partie la plus difficile. C'est la partie sur laquelle on ne va pas pouvoir intervenir, parce que si demain on choisit des dates et qu'il n'y a plus de vols, ou que les vols sont chers, ou que les hôtels sont pleins, etc., on ne va pas pouvoir le faire. C'est une période qui est un peu chargée. Donc, sécurisons cette partie-là, et ensuite, sur on se repenchera sur les activités et sur les détails. Mais sécurisons la base. Comme ça, sur cette partie-là, on est tranquille, on élimine quelque chose d'anxiogène et on passe après aux détails. En général, ça marche parce qu'effectivement, on transfère notre stress sur les clients. C'est-à-dire que les clients essaient de vous mettre en stress en disant, écoutez, voilà, je veux ceci, je veux cela, je veux cela, je veux cela. OK, on se calme. Maintenant, la chose la plus importante, à la base, c'est pouvoir arriver sur place, pouvoir y séjourner. Donc, mettons à plat ça, on met la base, et une fois qu'on a sécurisé la base, on prendra tout le temps qu'il faudra, même 20 heures, 25 heures, le temps qu'il faudra pour définir les détails. Mais au moins, sur la partie principale, on est tranquille. Je peux vous garantir que la plupart du temps, si les clients viennent avec de bonnes intentions, ça passe. Si ça passe pas, c'est très souvent qu'il vient juste à la pêche aux informations et qui vient ensuite faire les choses de son côté. Mais là, malheureusement, on a difficilement la main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, non, mais j'ai des personnes qui écrivent. OK.
Christine, ça arrive très souvent, mais je garde l'idée de plusieurs étapes. Ok. Eric, je te voyais écrire. Est-ce que je te donne la parole? Est-ce que tu as besoin d'activer le micro? Ok. Tu n'avais pas de questions, donc. De toute façon, Eric, on échange quasiment au quotidien, donc au pire, la Pas question, de souci. on Est-ce que fera vous ce avez d'autres sujet. questions, du coup, ou est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous avez besoin de voir d'autres choses avec Fabio? Merci, Fabio. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Merci à tous. Eh bien, écoute, c'est génial. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère avoir pu vous apporter quelques infos et quelques tuyaux supplémentaires pour argumenter vos ventes. Et par ailleurs, comme je vous ai dit, si besoin, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Je suis toujours ravi de pouvoir collaborer avec vous si besoin. Merci, Bonne journée, Fabio. bon Bonne journée courage à de tous. confinement et à très vite. Effectivement, effectivement, pour répondre à certaines questions, donc la formation est enregistrée. Fabio vous renverra le replay par mail une fois dans la journée, une fois que tout sera préparé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Fabio d'être intervenu et à très bientôt. Merci à toi Aurélie et à toi tout le monde.